Merci d'être si nombreux parmi nous à cette rencontre exceptionnelle qui s'inscrit dans le cadre des Jeudis de Lima. Évidemment, vu le nombreuses demandes du public et aussi vu l'actualité, on a un peu débordé sur les jeudis, sur les autres jours, de manière à couvrir un peu tous les sujets. Et d'ailleurs, je vous invite à mercredi prochain à une rencontre autour évidemment de ce problème chaud et d'actualité, à savoir Daesh et pour la région après un an d'intervention de la coalition occidentale. Et puis, comme vous le savez, la France, elle a envoyé ses premiers avions donc, pour frapper des positions. Donc, c'est un peu prématuré donc, pour tirer les conclusions de cette action. Mais mercredi prochain, avec des spécialistes, avec des chercheurs, on aura l'occasion de faire un premier point. Voilà donc. Et après la rencontre de vendredi dernier consacrée aux intérêts poétiques palestiniens avec nombreux poètes qui sont venus d'un peu partout, des poètes palestiniens, d'Australie, de Cisjordanie et d'autres pays. Toute cette diaspora poétique, elle a pris part donc à cette magnifique soirée qu'on a organisée vendredi dernier. Donc après cette soirée qui a donné un peu le coup d'envoi au programme des jeudis que vous pouvez trouver à l'entrée. Nous recevons cet après-midi deux figures du féminisme arabe qui ont marqué et qui marquent encore par leur action, par leur engagement, la scène féminine. Mouna Tahawi et Fatima Zahra Ben Omar. Mouna Tahawi vient d'écrire un livre magnifique. D'ailleurs, il est mis en vente à l'entrée de la salle, que je vous recommande vivement de lire et de méditer un peu son expérience, ce qu'elle en a tiré. Et Fatima Zahra Ben Omar, évidemment, c'est une militante. Elle est un peu sur le terrain de tous les jours. Elle est en action. Voilà, je laisserai le soin à mon ami Akram Belkaïd pour les présenter un peu dans le détail, pour tracer un peu leur parcours, aussi pour parler de leurs engagements. Et je les remercie au nom de l'Institut du monde arabe et je vous remercie si nombreux donc, parmi nous. À toi, Akram, et merci. Bien, merci. Bonsoir. En premier lieu, je voudrais remercier l'Institut du monde arabe d'avoir pris cette initiative de nous offrir la possibilité d'avoir un débat sur un thème essentiel, fondamental, qui est celui de la condition de la femme arabe, de la femme arabo-musulmane, et aussi de la manière de cette thématique sur la question du corps, de la révolution sexuelle qui devrait avoir lieu ou pas, et qui aujourd'hui se pose de manière assez aiguë dans l'ensemble de l'ère qu'on appelle monde arabo-musulman. Nous avons donc deux invités avec nous qui sont deux militantes, deux activistes, deux personnalités engagées que vous allez écouter. Avant de les présenter, je voudrais relever tout de suite que je note avec beaucoup d'attention que nous avons une audience majoritairement féminine. Donc j'en profiterai pour saluer
la jante masculine présente et la remercier pour lui dire que c'est déjà un acte d'engagement que de venir entendre parler des féministes. Et je vais commencer par présenter à ma gauche Mona Tahawi, qui est... Alors, on la présente souvent comme étant un journaliste, mais on en a parlé juste avant. Permettez-moi ce néologisme, je dirais qu'elle est opinionniste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui écrit, mais qui n'est pas journaliste au sens habituel du terme et qui donne son opinion, qui est engagée, qui est activiste. Elle est égyptienne, elle a vécu la fameuse révolution de 2011. Elle en a payé aussi le prix puisqu'elle a été agressée durement, elle a été violentée, elle le raconte dans son livre, elle raconte la manière dont le régime, les forces de l'ordre, mais aussi certains participants aux manifestations Place Tahrir ont outragé, ont attenté à la dignité des femmes et en tout cas en s'inscrivant dans un mouvement bien plus large qui est celui du harcèlement quotidien que connaissent de nombreuses Égyptiennes. Elle a raconté ça dans ce livre et nous allons donc discuter avec elle de pourquoi elle pense que le monde arabe a besoin d'une révolution sexuelle, d'une révolution du corps, une remise en cause de nombreux principes qui le régissent aujourd'hui. À ma droite, Fatima Zahra Ben Omar, qui est elle aussi activiste, qui est marocaine, qui est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle Le féminisme, la révolution inachevée, qu'elle a publié en 2013 chez Bruno Le Prince. Donc, engagée, féministe, arrivée à 17 ans en France. Aujourd'hui, elle est porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Les Effrontés, avec entre parenthèses EES. Et puis, elle participe à une initiative assez originale qui s'appelle SAFE, alors je le dis bien, hein, c'est à l'anglaise, SAFE, qui est un squat féministe plutôt, un squat féministe dans le 14e arrondissement parisien. Voilà, donc elle aura l'occasion de nous en parler. Alors, ma première question, elle vous est adressée à toutes les deux. 10 minutes à peu près. Je souhaiterais vous demander d'expliquer à l'assistance ce qu'est votre engagement féministe, comment vous le concevez, comment il se traduit de manière concrète et quels sont les principes qui le régissent. Voilà, donc je vais commencer par Mona, si elle le souhaite, donc 10-15 minutes. Thank you, Akram. I'd like to thank the Institute for having me today. I'm very happy to be here, and I'm very happy to see so many people here to listen to feminism on such a lovely sunny day with no cars in Paris. So thank you for coming. I would like to begin because I do this whenever I go and speak, especially in so-called Western contexts. I have to position myself among many intersections because I'm a proud Egyptian, I'm a proud Muslim, but I also recognize that to be those two things and to talk about feminism in various Western contexts is also to walk into a minefield. Because the last thing I want my book to do, and my book was not written for making you feel good and saying, oh my God, it's so awful over there, and Arab and Muslim men are barbarians and savages, and we are so good. Because my first answer to that would be DSK, because clearly there's a problem. And DSK is not the only problem. Sexual violence, domestic violence, the idea that men are entitled to women's bodies are very much a problem here on the streets of Paris, as they are on the streets of Caracas, as they are on the streets of Cairo. So it's very important for me to place that at the beginning. My book is not meant to make you feel good. My book is meant to make you feel bad and very angry, and to ask yourselves, what has feminism achieved in my country, and what is left for it to achieve? Because although I am that proud Egyptian Muslim and a feminist, I also call myself a global feminist. Tell me whenever you want me to stop. Alors d'abord, je voudrais remercier l'Institut de m'avoir invité. Je suis absolument ravie d'être ici et de voir que vous êtes venus si nombreux par un dimanche aussi ensoleillé et où Paris n'a pas de voiture dans les rues. Alors, à chaque fois que je parle de ce sujet dans un contexte occidental, je dois toujours me positionner au carrefour de plusieurs chemins.
Je suis égyptienne, je suis musulmane, je suis fière d'être ces deux choses, mais lorsque je parle de féminisme, dans ce contexte, je sais très bien que je risque de marcher sur des œufs. Je ne veux surtout pas que mon livre soit lu pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous disiez « bon, tout va bien chez nous, ces gens, ces musulmans sont des barbares et tout va bien chez nous ». Pas du tout. Ma réponse à ça serait DSK. Le problème est le même quel que soit le pays. Les violences sexuelles sont un véritable problème. Le fait que les hommes considèrent qu'ils aient le droit au corps féminin, ça, c'est un problème. Et le problème est le même qu'on soit à Paris, à Caracas ou au Caire. Donc, dès le départ, je tiens à dire que ce livre n'est pas écrit pour que vous vous sentiez mieux par rapport à votre pays, mais au contraire pour que vous vous sentiez en colère. Je parle dans mon livre de féminisme, je parle de ce que cela a fait pour mon pays, de ce qu'il reste à faire. Thank you. And as that global feminist, I unpack or describe the layers of my feminism this way. As that Egyptian Muslim and feminist, as I walk through the world, I recognize that, first of all, this is a global moment for feminism. And I say this as someone who exactly 20 years ago was in Beijing and Huairu for the United Nations Women's Conference. And in China today, there is a feminist movement that we are just beginning to get to know about. And 5 women who became known as the Feminist Five were actually arrested by the Chinese regime and detained in the run-up to International Women's Day. When I look at countries like Turkey and Afghanistan, and there are stories that came out from there after horrific, violent, and murderous attacks on women, Muslim women there broke with conservative tradition to bury women and said to the imams and the people in their community, we will take part in this funeral procession and we will bury this woman. And that, for me, is a global feminist moment. And in the US, where I spent 13 years living before I moved back to Cairo in 2013, the very important and revolutionary movement, Black Lives Matter, was launched by 3 queer black women. And also in India, we're hearing about what has been happening for years, but we just discovered after the Delhi gang rape. All of those I link to what I'm doing, because this is what I call, and what we have been calling, women of color feminism. Here in France, you don't talk about race and you don't use the word racism, which I believe is a big mistake, because there's a lot of racism that needs to be discussed, and this term women of color and women of color feminism is very important as a way of recognizing that as that Egyptian, Muslim, and feminist, the feminism that I practice is a feminism that has many targets, and I will describe what those targets are after my translator, who is going to hate me by the time I finish, translates. Donc, en tant que féministe, en tant qu'égyptienne, musulmane, je pense que je peux dire qu'on se trouve vraiment à un moment où le féminisme devient quelque chose de mondial. J'en veux pour exemple à Pékin et la conférence sur les femmes qu'il y avait eu il y a 20 ans, où 5 féministes avaient été arrêtées lors de la Journée internationale de la femme. J'en veux pour exemple les violences atroces auxquelles les femmes afghanes les violences qu'elles subissent à l'heure actuelle, les attaques meurtrières qu'elles subissent, le fait que certaines personnes ont décidé, envers et contre tout, d'enterrer ces femmes selon leur religion. J'en veux pour exemple également les États-Unis, où j'habitais avant de retourner au Caire en 2013, et le mouvement féministe qui a été créé par 3 femmes noires et lesbiennes. Tous ces mouvements, je considère qu'ils sont liés à moi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les féministes de couleur. Alors je sais que vous ne parlez pas souvent de racisme, et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il est très important de parler de ces mouvements féministes de couleur, parce que en tant qu'égyptienne, musulmane et féministe, je me retrouve dans cette définition. Et je vais à présent vous parler des cibles que j'ai en tant que féministe. So to pick up with this term, women of color feminists or global feminists, it's a very important term because its polar opposite is what is known as white feminism. And white feminism isn't about white women, it's about a feminism that recognizes that misogyny or sexism is the only target. But for me, as that Egyptian and that Muslim and that feminist, I have more in common with the women who launched Black Lives Matter.
I have more in common with black feminists. I have more in common with all of these women of color, whether they're in China, India, Turkey, or Afghanistan, because my enemy is not just misogyny. My enemy is racism, misogyny, homophobia, a whole bunch of isms and phobias that affect those women of us who don't just fight misogyny. When I mentioned in my book the black feminist Bell Hooks, because I gained a lot of inspiration from her, because that's exactly the kind of fight that she fights. For me, when I take the work of Bell Hooks to fight racism and misogyny, I have three enemies and I tell all three to fuck off. The right wing, which is the xenophobic, Islamophobic, racist right wing, represented here by Front National and many more people, not just Front National, I tell them to fuck off because I know they don't care about Muslim women. And I know that a lot of the things that they have pushed for have nothing to do with a concern for Muslim women. It's a racist agenda. And the same with the right wing in the United States. I call them the Christian Brotherhood. Just as I fight the Muslim Brotherhood, I fight the Christian Brotherhood. Among the Muslim community where I live, I have a right wing, and that's the misogynist right wing, and I also tell them to fuck off. But there's also a left wing that practices a cultural relativism and a silence that is supposedly because they don't want to be accused of being racist, and that for me is a racism of low expectations. So none of those people are my allies or my friends because I have to fight on all those multiple levels. Et je pense pour moi qu'il est d'autant plus important de parler de ces féministes de couleur parce que je les mets en opposition à ce qu'on appelle les féministes blanches, celles qui ont pour seule cible la misogynie. Alors moi je considère que j'ai beaucoup plus en commun avec les féministes d'Inde, d'Afghanistan, de Chine, les féministes noires qui combattent beaucoup plus que simplement la misogynie. Et si je reprends l'exemple de Bell Hooks, féministe américaine de qui j'ai tiré beaucoup d'inspiration et dont je parle dans mon livre, je dirais comme elle que j'ai envie de dire à mes ennemis d'aller se faire foutre. Et je parle là de plusieurs catégories bien distinctes. Tout d'abord, les gens de droite extrémiste, que je considère comme des islamophobes, xénophobes, des racistes. Chez vous, c'est le Front National, mais d'autres aussi. Ces gens n'ont rien à faire du féminisme. Les femmes musulmanes, pour eux, ce n'est rien du tout. C'est vraiment une question de racisme. On a la même chose aux États-Unis. Moi, je les appelle les frères chrétiens, en référence aux frères musulmans. Et je les combats tout aussi férocement. Mais je dirais que mes ennemis sont également ceux de gauche, ceux qui sont condamnables par leur silence, parce qu'ils ne veulent pas risquer d'être traités de racistes. Et donc tous ces gens-là ne sont ni mes alliés ni mes amis. And finally, my feminism, and perhaps most importantly, is a feminism that looks at the religious fundamentalists across religions. So I've lived in Cairo, I've lived in Jeddah in Saudi Arabia, I've lived in Jerusalem, and I've lived in the United States and taught in the South, in Oklahoma. And the connections I make between all of these religious fundamentalists, be they Muslim, Jewish, or Christian, and actually all religions. The only religion that perhaps is an exception is the Wiccan religion, because people always complain to me that Wiccans and pagans are not so misogynist, but I can't say. But when we talk about most major religions, they are obsessed with women's sexuality specifically, and I have a message that I've created for them that I joke I'm going to run for president of the world, and when I become president of the world, my campaign will be, all of these groups are obsessed with my vagina, stay out of my vagina unless I want you in there. Et donc, mon féminisme à moi se concentre sur les fondamentalistes religieux. J'ai vécu en Égypte, en Arabie Saoudite, à Jérusalem, aux États-Unis, où j'ai enseigné dans l'État d'Oklahoma. Et je remarque que tous ces fondamentalistes, d'ailleurs, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens, méritent d'être combattus. Ont cette chose en commun, qu'ils sont obsédés par les femmes et leur sexualité en particulier. Et d'ailleurs, en blague, je dis souvent, j'ai un message pour eux, je leur dis que je veux me présenter pour
président du monde et que je dirais à tous ces obsédés que mon vagin est hors de portée, sauf si j'accepte qu'ils y rentrent. Bonne chute, comme on dirait en journalisme. Je retiens beaucoup de choses, on y reviendra, mais je trouve intéressant ce que vous avez dit sur la critique de la gauche et des forces dites progressistes sur le relativisme culturel qui fait que peut-être que la gauche se tait par peur d'être taxée de racisme, mais en tout cas sur les questions liées à la condition de la femme dans le monde arabe, et on y reviendra très certainement dans le débat. C'est à vous, pour une durée équivalente de temps, sur votre engagement, sur vos principes, ce qui fonde votre action au quotidien. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de remercier l'Institut du monde arabe pour son invitation et les femmes qui sont venues aujourd'hui au débat, puisque ces messieurs ont été remerciés tout à l'heure. Donc moi, j'ai grandi au Maroc, donc ce pays où on a l'impression de vivre dans un pays, on va dire, d'islam modéré. C'est-à-dire qu'on va toujours nous présenter l'exemple de pays où la condition des femmes est encore pire et où on se demande pourquoi on est élevé sans forcément se mettre en colère sur certaines règles de la société qui nous semblent pourtant incongrues. Par exemple, le fait d'être spolié de la moitié de notre héritage, alors même que l'on voit qu'on est maintenant dans des sociétés où les femmes travaillent et donc on pourrait venir à un système équitable de répartition des richesses entre les femmes et les hommes. Et pourtant, je n'ai été sensibilisée à cette question que sur le tard. J'avais tous les éléments, finalement, pour pouvoir me poser des questions et être en colère contre cet état de fait. Et on ne sait pas pourquoi on accepte une idéologie dominante qui nous entoure, qui n'est jamais contestée. Et il m'a fallu beaucoup de temps, et notamment venir en France pour pouvoir ne serait-ce qu'entendre le mot féminisme. Et c'est à partir des mots que les idées s'incarnent, et commencer à poursuivre et approfondir cette réflexion. Et alors déjà, féminisme, c'est un concept complexe, mais alors quand on arrive à la question de la libération sexuelle, ça devient encore plus complexe, parce que la sexualité est censée être du domaine du privé, de l'intime, et que le mouvement féministe va interroger finalement et bousculer des questions qu'on pensait intimes, mais qui finalement sont des questions politiques, et notamment la sexualité des femmes et son contrôle est quelque chose d'éminemment politique. Alors ce que j'entendais en France quand j'essayais de parler d'une révolution sexuelle dans le monde arabe, on me disait qu'est-ce que c'est que cette revendication un peu bourgeoise? Franchement, la condition des femmes là-bas est tellement complexe, elles n'ont même pas de droits fondamentaux que leur rapport avec la sexualité et le corps, c'est la dernière page du livre à laquelle s'intéresser. Et je pense aussi que ça découle de vieilles croyances qui finalement opposent le corps à la spiritualité, à la réflexion, et que donc il y a une espèce de mépris du corps, comme si notre existence se fondait que sur des sphères intellectuelles et pas du tout sur l'émancipation qu'on peut avoir et le fait d'habiter confortablement nos propres corps. Or, pour moi, c'est très important, c'est même limite une sorte d'hygiène écologiste de se sentir bien dans notre corps. Et quand on est féministe universaliste, ça veut dire qu'on voudrait que la libération des femmes puisse parcourir toute la planète, comme le disait tout à l'heure Mona. On va aussi se servir de la condition des femmes ailleurs pour nous dire « mais en France, de quoi vous plaignez-vous, quoi ? Qu'est-ce que elles veulent encore, les féministes ? Regardez ce qui se passerait en Afghanistan, en Égypte, dans le monde arabe. En France, on est bien assez confortable. » La preuve que non, c'est que quand on avait fait à un moment une campagne qui s'appelait « Oser le clito » en France, pour montrer justement qu'on ne parle pas assez de sexualité féminine, on ne parle pas assez de libération des femmes, eh ben on nous a renvoyé, franchement, même en France, il y a autre chose à faire, il y a vos inégalités salariales, il y a le fait qu'il n'y ait pas la parité complète. Voilà, donc il y a un étrange tabou sur la question de la sexualité féminine et du corps féminin qui finit par être vécu par les femmes elles-mêmes
comme un objet de mépris. C'est-à-dire, finalement, on a intériorisé l'idée que le corps des femmes est l'enjeu d'un ou de l'autre sexisme. Si je veux caricaturer, c'est le voile ou le string. Enfin, on va nous dire, mais oui, mais de toute manière, il y a les femmes qui se voilent, mais après tout, les femmes qui portent des strings et qui se hypersexualisent, c'est aussi une aliénation, c'est aussi du sexisme. Et entre ces deux-là, on ne réfléchit pas sur des éléments d'émancipation de toutes les femmes, quelle que soit leur culture. On nous enferme dans une sexualité qui est perçue comme passive, de toute manière, infantile, avec une idée donnée que finalement la sexualité, c'est plutôt une affaire d'hommes, une revendication d'hommes, que les femmes, bon, c'est pas la première chose qui les intéresse. Le corps des femmes est représenté partout dans la société, dans les publicités, on se demande pourquoi. Pour vendre n'importe quel produit. Dans les kiosques à journaux, la première image avec laquelle on grandit dans l'espace public, c'est une femme à 4 pattes avec des étoiles sur les seins. Et dès qu'on est adolescente, le premier rappel à l'ordre qu'on a, c'est le harcèlement sexiste dans l'espace public, c'est-à-dire quelque chose qui va finir par nous faire croire que notre érotisation est un fardeau. La seule chose que ça nous apporte, c'est que quand on traverse l'espace public, on va se faire siffler, mettre la main au cul, faire traiter de sale pute, etc. Et tout ça nous finit par nous faire intérioriser une image bien négative de nous-mêmes, alors qu'on aurait tout lieu de la positiver. La sexualité féminine est finalement quelque chose de très puissant. On est même les seuls à être équipés du clitoris, qui est le seul organe qui est là pour apporter du plaisir. Un organe qui a 10 000 terminaisons nerveuses contre 4 000 pour le gland masculin, c'est-à-dire qu'on est normalement... On devrait apprécier la chose, on a un peu plus, 2 fois plus de raisons d'apprécier la chose et d'y être sensible. Mais pour maintenir un système patriarcal, c'est effectivement un peu plus pratique de maintenir les femmes dans cette dissociation par rapport à leur propre corps. Parce que l'asservissement du corps et les chaînes intérieures qu'on nous met dans nos têtes est finalement la meilleure arme du système patriarcal. Il ne faut pas oublier que le système patriarcal se fonde d'abord sur les chaînes qu'on nous met par rapport à notre propre corps. Dans la plupart des pays, comment ça s'organise? C'est un homme qui va donner sa sœur à un autre homme, qui va lui donner sa sœur. Ces femmes n'ont pas leur mot à dire sur le nombre d'enfants qu'elles auront, sur la temporalité pour les avoir. Elles n'ont d'ailleurs parfois même pas le droit d'aller voir un médecin sans l'autorisation du mari. Donc elles doivent intérioriser le fait qu'elles ne sont pas chez elles dans leur propre corps. Ces corps appartiennent à un ayant droit masculin. Ça va être le père, en plus après ça va être le mari, puis c'est aussi un peu le grand frère qui a un peu d'autorité sur ce qu'on fait de nos corps et qui a le droit de nous foutre une petite gifle si jamais il nous voit avec une mini-jupe ou avec un autre homme. Donc voilà, on nous mate très tôt à cette dissociation corporelle. Et c'est pour ça que c'est important justement de réhabiter notre corps et de se dire que l'émancipation passe déjà par la connaissance de soi-même et de son propre corps et de ne plus être soumis en plus à des espèces d'injonctions paradoxales. Pourquoi des injonctions paradoxales? Parce que toute l'éducation des filles finalement se fait autour du corps. C'est nos mamans, nos grandes sœurs qui vont nous montrer à un moment, quand on va être pubère, comment s'épiler à la cire, comment ça se fait. Il faut être super sexy, mais en fait, il ne faut surtout pas s'intéresser à la chose du sexe. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de dissociation à avoir de la libération spirituelle, intellectuelle et de la libération corporelle finalement. C'est mieux de se sentir mieux au plus grand premier centre où nous habitons pour aborder la vie avec beaucoup plus de confiance et d'émancipation. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire que c'est une question subalterne, la question du rapport au corps, et pourtant c'est les premiers outils de répression. Dans plein de pays, de répression législative envers le droit de coucher entre 2 personnes de même sexe, comme si ça allait bousculer, renverser la société qui est des lesbiennes et des homosexuels. Ça fait descendre tellement de gens dans la rue, même en France, comme disait Mona, contre le mariage pour tous, alors qu'une bonne contre-réforme des retraites qui va toucher les droits sociaux de tout le monde, et il y a beaucoup de moins de gens dans la rue, bizarrement. Bref, il y a aussi une structuration du coup qui va se faire sur cette idéologie que les hommes ont une sexualité irrépressible auquel il faut répondre et que les femmes bourgeoises ou de certains milieux bien
ne s'y intéressent pas et de toute façon ont une sexualité réprimée avant le mariage. Et c'est ce qui va aussi être le meilleur argument pour l'organisation du système prostitutionnel. Ben oui, puisque ces messieurs, eux aussi n'ont pas le droit de coucher avant le mariage, mais on sait bien comment sont les hommes, et ben ce sont des pays, paradoxalement, on va voir une grande prolifération des violences faites aux femmes, d'un harcèlement envers les femmes et de l'organisation d'une prostitution pour répondre aux besoins des hommes et qui vont décharger les femmes des milieux biens, des devoirs conjugaux qu'elles n'ont pas envie d'assumer. Je vais finir sur une question un peu plus politique. On l'a vu pendant le printemps arabe, combien le corps des femmes était en jeu. Même à la Révolution française, les femmes, c'était les premières à marcher contre le palais de Louis XVI, et pourtant la Révolution française ne leur a pas donné les droits fondamentaux qu'elles méritaient, et en premier lieu le droit à la citoyenneté. Et l'histoire se répète. On a vu en Égypte, comme elle a dit, les femmes étaient les premières à descendre à la place Tahrir. Elles avaient en plus la double peine, la peine des viols qu'elles y subissaient, même parfois par leurs propres camarades, la peine des tests de virginité que leur imposait la police. Donc voilà, encore une fois, les premières répressions et le premier argument pour les renvoyer à la maison et leur dire ne sortez surtout pas, le monde extérieur ne vous concerne pas et vous risquez d'y vivre des violences sexuelles, se répéter. Et on a vu, alors qu'elles étaient si nombreuses à descendre et à prendre des risques, aucune femme dans le comité de rédaction de la nouvelle Constitution. Elles ont eu finalement 2 sièges à l'Assemblée constituante, à la première Assemblée constituante. Donc voilà, je pense pour un peu plus actualiser qu'il faut faire attention, les femmes, à garder notre solidarité. Partout dans le monde, on est effectivement soumis aux injonctions du système patriarcal, et que maintenant, la question des corps des femmes devient une question identitaire. C'est-à-dire que, vu la montée des racismes, de l'islamophobie, il y a évidemment une indignation d'ordre antiraciste à avoir, mais encore une fois, ce sont les femmes qui sont prises en otage. C'est-à-dire que pour affirmer leur solidarité avec des musulmans qui peuvent être stigmatisés, on voit une recrudescence des viols, comme si finalement la libération sexuelle des femmes serait une trahison envers leur tribu, leur camp premier, et que donc le premier signe de fidélité à une culture d'origine, ce serait de les essentialiser en disant le monde arabe a une identité qui serait le port du voile, le déni d'une révolution sexuelle. Eh bien, pas du tout. Le voile, vous savez quoi, il existait déjà dans les textes de la Mésopotamie, bien avant les religions monothéistes, et jusque dans les années 50, les femmes partout dans le monde, et même en France, portaient des voilettes. Et donc, c'est un signe politique qui voulait dire déjà dans la Mésopotamie, les femmes ont un espace privé. L'extérieur, c'est l'espace de la cité, du politique, et donc les femmes, quand elles traversent l'espace public, doivent signifier par ce signe extérieur qu'elles traversent un espace qui n'est pas le leur. Et donc, je pense qu'on peut être parfaitement en solidarité, féministe, antiraciste, et pourtant ne jamais être les dindes, finalement, qui sacrifions nos propres droits et nos propres émancipations au service d'autres luttes. On peut être parfaitement féministe, antiraciste, et pour l'émancipation de tout le monde. Je vais m'arrêter là pour cette introduction. Merci beaucoup pour cette présentation et en tout cas ce rappel de quelques principes fondamentaux qui rappellent que c'est une lutte finalement continue, c'est quelque chose qu'on remet au goût du jour tout le temps, au quotidien. Je vais me tourner maintenant vers Mona pour lui. Je sais qu'elle a pris soin dans son propos liminaire d'insister sur le fait qu'elle avait conscience que son discours était récupérable par certaines factions, certaines forces islamophobes, racistes. Mais j'ai lu donc votre livre avec beaucoup d'attention. Vous citez beaucoup d'auteurs, Fatima Mernissi par exemple, l'écrivain Malika Moqaddam, qui est d'origine algérienne, qui elle aussi a beaucoup parlé de son corps, de la recherche de la liberté. Mais est-ce que vous avez conscience que votre discours, vos écrits, dans des pays, lorsqu'ils sont reçus dans des pays comme la France ou comme les États-Unis,
ont quelque part finalement cette conséquence première qui est de conforter les préjugés et peut-être de renforcer le discours antagoniste, raciste à l'égard du monde arabe et du monde musulman. Et ma deuxième question, Fatiha pourra y répondre ensuite, est-ce que vous vous rendez compte aussi que souvent, en Europe, en tout cas dans le monde occidental, on ne parle de féminisme, en tout cas le plus souvent, que lorsqu'il s'agit du monde arabe. C'est-à-dire que le discours que vous pouvez tenir et qui attire beaucoup de gens et qui est très intéressant et qui est fondé, je le répète encore une fois, on a très peu de chances de l'écouter tenu pour la société occidentale. Et donc, c'est créateur d'un certain malaise. On peut vous reprocher, en tout cas les forces progressistes, les gens qui s'inscrivent dans le progressisme, peuvent vous reprocher finalement de conforter les positions islamophobes et racistes à l'égard du monde arabo-musulman. For asking me this question, because it's very important, and it's why I spent 5 minutes at the beginning saying that as an Egyptian and a Muslim and a feminist, when I talk about this, especially in a Western context, I feel like I'm walking into a minefield, and that's why I said the three fuck-offs, to the right wing, to the internal right wing, so the external right wing, the internal right wing, and the silent left wing. And you know, there's two answers to that question. Number one, if I were writing a book about, say, corruption in the Arab world or human rights violations in the Middle East and North Africa, nobody would ask me this question. Nobody would say to me, don't you know that you are just making us look bad and you're just affirming the negative image of the Islamophobes and the xenophobes? There's something about talking about women that is considered private and silent, and feminists like myself are silenced when we try to speak out. And that's also why I made the connection with black feminism, because it's especially women like Bell Hooks and the black lesbian poet Audre Lorde, and also the Chicana political thinker who passed away many years ago, Gloria Anzaldúa. All of those women recognize that when they speak out about misogyny in their own communities, it can be used by people from outside of their communities as a racist weapon against the men of their own community. And that's our dilemma. That's why I identify as a woman of color feminist, because I said I have all of these enemies, not just misogyny, but racism as well. I will never ally myself with the political right wing. The enemy of my enemy is never my friend. They're all my enemies. I want the alliance of none of them. I want to be very clear that when I speak about the issues in my part of the world, it's because I am from that part of the world, and I would reject someone from outside of that part of the world coming to tell our stories. I'm from there, and I'm telling my story and our stories. I make it very clear in my book that I recognize that this political right wing will use my words, and I remind them over and over again that feminism is very much needed in their own societies. I remind the Christian right wing in the United States that they're obsessed with virginity, that they have rituals in which teenage girls promise their fathers in elaborate parties and dances to remain virgins until they get married. So I remind that right wing that wants to use my words against the men of my community that they themselves are misogynists against the women of their own community. Oui, alors cette question est effectivement très importante. J'ai passé 5 bonnes minutes au début de mon introduction à répéter que je suis égyptienne, musulmane et féministe, et que je fais très très attention lorsque j'explique mon combat dans un contexte occidental de ne pas faire de faux pas. J'explique que je marche sur des œufs en permanence. Je vous ai expliqué que j'avais 3 ennemis principaux, donc l'extrême droite intérieure, l'extrême droite extérieure et la gauche, et que je voulais qu'ils aillent se faire foutre tous les 3. Et en élément de réponse, je dirais que voilà, si mon combat était contre la corruption ou pour les droits humains en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, eh bien, personne ne me reprocherait de tenir mon discours de combat. C'est tout simplement que ce qui touche à la femme est considéré comme quelque chose de privé,
quelque chose de silencieux dont il ne faut pas parler. Et d'ailleurs, lorsqu'on essaye de nous faire entendre, on nous tait. On essaye de nous dire de ne pas parler. Et c'est pourquoi je me rapproche du mouvement féministe noir, des personnes comme Bell Hooks ou de la féministe Gloria Ansaluda, qui savent très bien que lorsqu'elles mènent leur combat, leur discours peut très bien être utilisé contre elles. C'est bon ? Ça remarche. Je vous ai dit que mes ennemis n'étaient pas seulement les misogynes, mais également les racistes. Et c'est pourquoi les partis de droite, je ne pourrai jamais m'associer à eux, puisque les ennemis de mes ennemis ne peuvent jamais être mes amis. Je refuserais, par exemple, que quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'Occident, par exemple, vienne dans mon pays me raconter l'histoire de mon pays. Dans mon livre, j'explique très clairement que ces hommes de droite qui veulent utiliser mon discours pour expliquer à quel point les musulmans sont des diables, qu'eux-mêmes sont obsédés par la virginité des femmes, qu'eux-mêmes ont des rituels incroyables par lesquels, par exemple, les filles promettent à leur père de rester vierge jusqu'au mariage, et que donc aux États-Unis aussi il y a ce genre de rituel, ce genre d'obsession. Et je leur rappelle qu'avant d'utiliser mon discours pour parler à l'encontre des musulmans, qu'ils se rappellent qu'eux-mêmes sont misogynes au sein même de leur pays. I'd also like to add. Hello, thank you. Just because that racist right wing is there and wants to utilize my words against the men of my community must not mean that I don't speak out against the misogyny. So what I do is I do that double fight, and fighting the right wing and fighting the right wing within. And part of that double fight is that whenever I talk in areas like this, I learn, either through my own work or through research, what the various problems in that country are. So, for example, in the United States, other than the virginity pledges of the teenage girls, I remind Americans, fellow Americans, because I'm also a US citizen, that 1 in 4 young women on university campuses is sexually assaulted. That's 25% of women on campus, not outside on the streets, but at university by fellow students. I was just in Scandinavia. I spoke in Copenhagen and in Oslo. And there, which is supposed to be the part of the world where feminism has achieved the most, I asked my audiences, just as I ask you, do you have pay equality? No. Do you have political equality? No. Have you erased sexual and domestic violence? No. And even worse, in Scandinavia, where feminism has made the most progress, they have this absurd discussion about the feminization of society, as if feminism has emasculated men. This is a discussion in Norway and in Denmark and in Sweden, where I tell them, you have to continue with feminism, and the men are complaining, you've made it difficult for us to be men. So these are clearly global issues, which is why I began my first answer to you by saying that I'm a global feminist, and that I connect what I'm talking about to problems that women across the world face. It's a matter of degrees. There is a spectrum of misogyny, and every country in the world has a position on that spectrum. No country has achieved equality and liberation, total equality and liberation for women. And that I remind to the right wing all the time. Et ce que je rappelle à ces racistes de droite, c'est que ce n'est pas parce qu'ils essayent d'utiliser mon discours que j'arrêterai de parler. D'ailleurs, je les combats à ces 2 titres. Et il faut voir que dans mon travail, je remarque les problèmes des pays dans lesquels je vis ou dans lesquels je vais. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas seulement ces espèces de rituels, de promesses de virginité, mais il faut voir qu'une femme sur 4 dans les campus américains est attaquée sexuellement. Donc c'est 25% de la population. À Copenhague et à Oslo, où j'ai été, et où le féminisme est censément très avancé, je leur demande, avez-vous obtenu la parité des salaires, la parité politique? Est-ce que vous avez réussi à éradiquer les violences domestiques? Et on me répond toujours non.
Et d'ailleurs, dans ces pays scandinaves, ils sont à l'heure actuelle en proie à un débat totalement absurde et où on dit maintenant que le féminisme a émasculé les hommes. Donc moi, je suis là en train de leur dire il faut continuer le combat pour le féminisme, et on a des hommes qui disent ah bah oui, mais maintenant c'est difficile d'être un homme. Donc, c'est pour ça que je dis que je me ressens comme étant une féministe mondiale, parce que je pense qu'il existe des degrés de misogynie différents dans chacun des pays, mais quels que soient les degrés de misogynie, il est absolument clair qu'on n'a pas encore atteint l'égalité homme-femme. And finally, one sentence. If Arab and Muslim men are demonized by the right wing for political purposes, my question to end all of this is to ask Arab and Muslim men, what are they doing to fight misogyny, and what are they doing to fight the injustices that they subject their fellow countrywomen to, because that is ultimately what makes us look bad. Not my writing about it, but those acts of misogyny on the ground. Et pour répondre à cette question des partis de droite qui essayent de noircir les musulmans à des fins politiques, je réponds à ces hommes, mais que font-ils eux pour combattre la misogynie au sein de leur pays? Parce que ce n'est pas mon livre qui ternit l'image des hommes, ce sont eux, par leurs attitudes, qui noircissent la leur. Merci. Je me tourne vers vous, Fatima. J'aimerais que vous fassiez écho à ce qui vient d'être dit, et je voudrais revenir aussi sur la question de votre discours féministe tel que vous le tenez ici. Et est-ce qu'il est facilement audible en France? Est-ce qu'il est plus facile pour vous de dénoncer la misogynie qui existe ou qui existerait dans la société française, ou est-ce qu'il est plus facile pour vous de ramener ça à la question de la misogynie et du terrible statut des femmes dans le monde arabo-musulman? Alors, rien n'est facile quand on a décidé d'être féministe. C'est-à-dire qu'on va au Maroc, on va nous dire « Ah bah oui », en fait, c'est un peu la question piège qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que ça finit à la question du moins pire. Finalement, qui sont les moins misogynes? Donc les uns vont dire, ah ben, vous voyez, en France, regardez comment elles sont caricaturées, pornifiées dans les publicités et tout. Nous, ça va, hein, dans le pays musulman, au moins on respecte la femme, au moins elle est bien habillée, elle est respectée. Une fois qu'elle est mariée, elle est la garante de l'équilibre familial, elle a son statut, c'est déjà pas si mal. Et regardez, le Coran quand même, il y a des choses sympas qui la glorifient et tout. Et puis à l'inverse, on va nous dire ici, franchement, par rapport à la condition des femmes partout dans le monde, en France, ça va, vous avez le droit de circuler, de travailler, vous avez des droits sociaux inscrits dans la Constitution. Et en fait, ça devient un petit peu très hypocrite, parce qu'en fait, le système patriarcal est tellement antérieur à la constitution des sociétés, on peut le faire remonter à plus de 500 000 ans, il est tellement antérieur qu'il a imprégné toutes les sociétés. Toutes les sociétés étaient constituées par un modèle patriarcal, et que c'est les luttes des femmes qui, selon la conjoncture et leur intensité et leur niveau de bonne organisation, ont pu arracher des droits ici et là. En France, c'est quand même très récent. 1944, le droit d'éligibilité et de vote des femmes après 3 siècles de révolution. Alors que franchement, vous lisez les textes de la Révolution française, tout était déjà là. L'être humain doit pouvoir s'émanciper de tous les absolutismes, que ce soit l'absolutisme royal ou celui de certaines catégories avantagées comme le clergé et tout. Et voilà, l'humain doit être mis en centre de la société. Tout était déjà là, on se demande pourquoi elles n'ont pas eu leur citoyenneté. 1965, en France, le droit des femmes de travailler sans l'autorisation d'un mari. Et ça, on le doit au mouvement des suffragettes, aux femmes qui, dans les années 70, militaient pour le droit à disposer de leur corps, et des femmes, partout dans le monde, luttent pour avoir leurs droits. Elles le doivent très peu, finalement, ni aux hommes, ni à des mouvements spontanés des gouvernements.
Donc, il n'y a pas un mérite ou des points à donner à certains gouvernements. Il n'y a qu'un constat à faire sur les acquis des femmes partout dans le monde qui peuvent avancer et reculer. Et pour déjouer, effectivement, c'est un piège, cette idée de récupération des revendications féministes. Et moi, je reviens de Marseille, où il y avait une grande conférence de la Marche mondiale des femmes, et ça s'appelait « Femmes contre les extrémismes religieux et contre l'extrême droite ». Ça peut paraître antagoniste, justement, pour dire, vous voyez bien qu'on est contre les deux, mais en fait, c'est parce qu'on fait bien le constat qu'ils ont le même programme concernant les droits des femmes. L'extrême droite, qui est elle-même d'inspiration souvent d'extrémisme catholique, et l'extrémisme religieux musulman et de l'intégrisme musulman ont un même programme de renvoyer les femmes à la sphère privée, de réhabiliter le contrôle qu'on a sur leur corps. Alors, en ce moment, l'extrême droite, justement, elle arrive à récupérer certains territoires, pas seulement celui féministe, mais aussi républicain, ouvriériste. Elles vont sur des terrains comme ça du progrès, avec un masque parfait, effectivement, avec un Front National qui a une femme à sa tête, un numéro 2 homosexuel, etc. Mais tout ça, ce n'est que de la stratégie. Comme c'était déjà le cas dans les années 30 quand ils ont maquillé leur programme avec des trucs sociaux. Mais ce n'est que de la reformulation. Ils disent on va donner un salaire maternel pour aider les femmes précaires. On va lutter contre l'avortement de confort. Alors allez m'expliquer c'est quoi un avortement de confort. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un spa en disant est-ce que vous pouvez me faire un petit avortement pour me détendre. Enfin voilà. Donc il faut bien tout simplement faire le parallèle entre tous ces extrémismes qui, les uns et les autres, se retournent contre les droits des femmes et les responsabilités des gouvernements, des partis progressistes et de la gauche, des terrains qu'ils leur abandonnent. Parce que nous, quand on va voir les femmes précaires en tant qu'association féministe de terrain, eh ben, ils nous disent « bah oui, mais quand la gauche et que les gouvernements progressistes ne font rien contre le temps partiel, ne font rien contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, eh ben oui, on va finir par tendre l'oreille à Marine Le Pen qui nous propose un salaire maternel parce que nous, 85% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. La loi Macron va encore les concerner par rapport au travail du dimanche. Ce sont des métiers très féminisés, hein, caissières, vendeuses, femmes de ménage, tout ça. Et en plus, le dimanche, comme ce sont des femmes précaires, elles sont en banlieue, donc c'est encore moins desservi au transport, c'est-à-dire qu'elles vont se réveiller encore plus tôt pour aller travailler. Ben, quand il y a tout un tas de systèmes aussi d'exploitation contre laquelle ne lutte plus la gauche, et ben, les femmes, elles peuvent se dire tant qu'à faire, autant qu'on me donne un salaire maternel, ça me sortira au moins de la galère. Donc c'est toutes ces responsabilités collectives qu'il va falloir voir. Et sur les questions féministes, moi je pense que les féministes, ça va, on nous trouve quand même dans les luttes pour les sans-papiers, pour les réfugiés. Il y a plein d'associations féministes qui ont appelé aux manifestations et qui organisent la solidarité avec les réfugiés. Si vous allez d'ailleurs dans des associations dédiées comme Singa, il y a beaucoup de militantes femmes, elles sont même majoritaires. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que les collectifs de sans-papiers sont féministes? Est-ce que les syndicalistes sont féministes? Est-ce que les partis de gauche sont féministes? Donc peut-être que la collaboration doit se faire des deux côtés et que nous nous imprégnons toutes et tous d'anticorps féministes et antiracistes. Merci. Je vais poser une dernière question avant de donner la parole à la salle. Je ferai une petite parenthèse, c'est le petit sourire du moment. J'ai noté avec attention cette phrase selon laquelle dans certains pays scandinaves, on regrette que le féminisme ait émasculé les hommes. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'un célèbre chroniqueur français et ses idées ont finalement atteint aussi la Scandinavie. Voilà peut-être ce que se porte en ce moment la France et c'est bien triste. Maintenant la question, et c'est la question qui fâche, qui fait souvent débat, qui divise. Mona, que dites-vous, que répondez-vous? Alors, j'ai lu votre livre, donc je sais que vous répondez, mais je pense que ça va intéresser notre public cet après-midi. On peut vous dire souvent que sur la question de l'émancipation féminine, que sur la question du voile, sur la question du rapport à la religion, il existe un féminisme... alors je ne sais pas comment le qualifier, un féminisme islamiste, ou en tout cas islamique,
qui considère que l'émancipation de la femme peut se faire dans le cadre religieux, que la question du voile, certaines femmes le portent d'elles-mêmes et qu'il faut arrêter de le considérer comme un instrument d'oppression. C'est un débat que nous avons dans votre pays, en Égypte, que nous avons dans mon pays, l'Algérie, la Tunisie. Et c'est un débat qui est souvent occulté en France. C'est-à-dire que dans un pays où le voile fait obsession, parce que vous êtes aujourd'hui dans un pays où le voile est une véritable obsession, et ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche dans la société française. Qu'est-ce que vous répondez à ces revendications? Il y a quelques féministes qui se sont fait connaître, je pense notamment à Nadia Yassine au Maroc. Elles disent clairement, votre combat n'est pas le bon, vous utilisez de mauvais outils et un référentiel culturel, politico-culturel qui n'est pas le nôtre. First, I'd just like to say very quickly that I don't believe feminism has emasculated men in Scandinavia, just to make it clear. Alors déjà, pour commencer, je tiens à préciser que je ne considère pas que le féminisme a émasculé les hommes, hein, déjà. I actually was interviewed by a French journalist, I won't say who, a few months ago, and when I said to him, I like Scandinavian feminism, he said, no, in a French accent, no, I cannot flirt in Scandinavia. J'ai été interviewée par un journaliste français il y a quelque temps et quand j'ai dit que j'aimais le féminisme scandinave, il a répondu « Ah non, je ne peux pas flirter en Scandinavie. » Because he said I'm a Latin man. Il a dit « Je suis un homme latin. » Okay, this question about the veil, I mean, there's an entire chapter in my book, as you know, so now I must speak about it in 5 minutes. I will begin personally and then work out into the larger political ideas. Personally, I chose to wear a headscarf when I was 16, and I chose to take off the headscarf when I was 25. So that's 9 years. But it took me 8 years to take off the headscarf. So the question here is this word choice. Why was it easier for me to choose to wear the headscarf than to choose to take it off? Alors pour en revenir à la question du foulard, j'ai dédié un chapitre entier à ce sujet et maintenant je vais devoir me résumer en 5 minutes. Donc je vais commencer par vous donner mon expérience personnelle et ensuite je vais élargir au contexte politique. Donc moi, j'ai fait le choix de me mettre à porter le foulard à l'âge de 16 ans et j'ai décidé de l'enlever à 25 ans. Donc je l'ai porté pendant 9 ans et j'ai mis 8 ans à l'enlever. D'où l'importance que je donne à la notion de choix. Pourquoi m'a-t-il été si facile de le porter? Pourquoi m'a-t-il été si difficile de l'enlever? I called my book Headscarves and Hymens because as Muslim women, we have been reduced to what's on our head and what's in between our legs. In my Muslim communities and outside. And I chose that title because the whole point of my book is to say that I and every Muslim woman is more than her headscarf and more than her hymen. Et j'ai choisi le titre Foulard et Hymen parce que nous sommes limités à ce que nous avons sur la tête et ce que nous avons entre les jambes. Et j'ai choisi, et cela par ma communauté et à l'extérieur. Les femmes musulmanes sont limitées à ça. Et j'essaye, moi, de dire que nous sommes plus que ces choses-là. In my own family, my mother, who has a PhD in medicine, has chosen to wear a headscarf for reasons of devoutness. She believes it is a religious requirement. My sister, who's doing a PhD in literature in the United States, wears a headscarf for political identity. I was speaking to her on the phone just before Eid, well, actually during Eid, to say, Happy Eid. And in the current environment in the United States, where we have Donald Trump and the GOP are basically racist and bigoted shits, she says, I continue to wear my headscarf in the United States because it's my fuck you to the racists. Alors, dans ma propre famille, ma mère, qui a un doctorat en médecine, a choisi de porter le voile par conviction religieuse. Ma sœur, qui habite aux États-Unis et qui fait un doctorat en littérature, a décidé de mettre le voile par identité politique. Et je lui ai parlé récemment et elle m'expliquait que dans le contexte américain où on a des Donald Trump et des bigots totalement débiles, elle explique qu'elle les envoie chier en portant le foulard.
I took off my headscarf when I was 25. I am now 48. And it is no exaggeration to say that for the past 23 years, the headscarf has always remained an obsession of mine because of the way that it is used by everybody against Muslim women. And now I live in Cairo. I moved back to Cairo with red hair, with tattoos, as my fuck you to the fascists, Abdel Fattah al-Sisi, and the fascists, the Muslim Brotherhood. Donc j'ai enlevé mon foulard à l'âge de 25 ans, j'ai maintenant 48 ans. Et autant vous dire que ces 23 dernières années, au cours de ces 23 dernières années, le foulard n'a cessé de me quitter. C'est une véritable obsession chez moi, parce qu'il est utilisé par absolument tout le monde contre les femmes musulmanes. Et donc maintenant, j'habite au Caire, et ma façon à moi d'emmerder Sisi et les frères musulmans et tous ces cons, c'est en ayant des cheveux rouges, en ayant des tatouages. Having said what I said about my sister and why she wears the headscarf, because I recognize that is the context in which many young women here in France also veil to say fuck you to the racists as a form of political identity. Now, as Mona, the feminist, who is now 48 and spent 23 years without a headscarf, obsessed with the headscarf, I reject the use of women's bodies, specifically Muslim women's bodies, to send out political messages even to the racists, to the Islamists and to the racists. As a feminist, I consider veiling of all forms a part of what I call modesty culture, and it is a culture that unfairly burdens just girls and women. And something that unfairly burdens just girls and women, for me, is not feminism. Et pour en revenir à l'explication que je vous donnais sur le choix que ma sœur a fait de porter le foulard, je pense d'ailleurs que ça rejoint la situation de beaucoup de jeunes femmes en France qui font effectivement le choix de se couvrir parce que c'est leur façon à elles de dire merde aux racistes. Je répondrais que Mona, la féministe de 48 ans, qui a passé 23 ans sans son voile, moi donc, je rejette le fait d'utiliser ou de couvrir son corps, même pour dire merde à des racistes, parce que simplement c'est injuste et ça retient la liberté des femmes et des jeunes filles. Et en cela, ça ne peut pas être un geste féministe. And finally, thank you. And finally, I am about to write a column, because as Akram said, I'm a columnist, that I will call what white non-Muslim people can say to Muslim women about the veil, and it is zero. This is a conversation that should be by Muslim women and for Muslim women. This is not a conversation for Muslim men. This is not a conversation for Front National. This is not a conversation for men, especially non-Muslim men. This is our conversation. It should be our conversation, because I am tired of people coming up to me and saying, I saw a woman in a veil and it was so hot, and I wanted to go up to her and say, aren't you hot? Or I saw a woman in a veil and I wanted to tell her, don't you know how long I fought for feminism? Don't say anything. This is a fight for Muslim women, among Muslim women. Listen to the voices of Muslim women. I oppose the niqab. My position on the niqab is very clear. I want to ban the niqab everywhere, but I want nothing to do with your left or your right wing here, because I don't believe either of them cares for Muslim women. This has to be a conversation led by Muslim women and for Muslim women, and I want white non-Muslim people to shut up. Et pour finir, je vais bientôt publier un article qui va s'intituler « Ce que les blancs non musulmans peuvent dire aux musulmans ». Rien. Et tout simplement parce que voilà, ce n'est pas le débat des hommes, ce n'est pas le débat du Front National, ce n'est surtout pas le débat des hommes non musulmans, c'est notre débat, à nous les femmes musulmanes. Je ne peux pas supporter quand les gens viennent me voir en disant « Oh là là, j'ai vu dans la rue une nana voilée, il faisait hyper chaud, j'avais vraiment envie de la voir et de lui dire « Oh là là, mais t'as pas chaud sous ce voile » ou encore quand quelqu'un a envie de dire, quand il voit une femme voilée « Ah mais tu te rends pas compte à quel point je me suis battue pour le féminisme ?» Non, il faut laisser parler les femmes musulmanes. Alors moi, je suis complètement contre le niqab, mais je ne veux pas que la gauche ou la droite ou que qui que ce soit d'autre nous dise quoi faire. C'est notre combat à nous.
Fatima, vous êtes active sur le terrain. Cette question du voile, du militantisme différencié, vous l'avez certainement rencontré tous les jours ou presque, non? Allô? Oui. En fait, on est vraiment dans une génération à la fois très libérale et très identitaire. Et effectivement, sur le côté libéral, on n'arrête pas de parler du libre choix, du libre arbitre. Et moi, je pense que c'est une erreur, que c'est mon côté très Spinoza, mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de côté tous les éléments d'aliénation qu'il y a dans nos sociétés, notamment patriarcales, et de renvoyer tout le temps la question du voile ou par exemple la question de la prostitution à des phénomènes complètement décorrélés, de vrais systèmes organisés derrière pour justement organiser finalement l'oppression des femmes. Je trouve ça très naïf. Que ce soit la prostitution qui est entre les mains de véritables mafias de traite, ou que ce soit le voile, parce que je ne suis pas complètement née de la dernière pluie, cela fait 20 ans qu'on voit des militants de l'islam politique aller à Sevran, aller à Aubervilliers, aller à la Courneuve, donner de temps en temps aux familles pauvres de la bouffe, des vêtements, et puis petit à petit glisser un voile entre les vêtements et la bouffe en leur disant « Ah bah j'ai vu que votre fille, elle devenait un peu... elle commence à prendre des formes, voilà, c'est un cadeau, je vous donne un voile pour votre fille ». Eh bien, je pense que c'est quand il y a un tel activisme de l'islam politique, c'est que ce n'est pas complètement anodin, qu'on ne peut pas renvoyer ça à des espoirs de libre choix. Si c'était un libre choix, on verrait autant d'hommes voilés que de femmes voilées, ce qui est loin d'être le cas. Et ça renvoie finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de l'identité. C'est-à-dire que les femmes, ayant intériorisé qu'il y a une culture qu'on ne saurait dépasser, organisées autour de l'asservissement des femmes dans les pays d'origine, le meilleur geste de solidarité qu'elles vont faire contre le racisme dont subissent les personnes des pays d'origine et contre le fascisme, ce serait d'arborer ce voile. C'est-à-dire, je montre en tant que femme asservie à un code patriarcal qui a concerné toutes les religions, encore une fois, je montre cette solidarité en le portant. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est la seule fois où je ne serais pas d'accord avec Mona, c'est cette histoire de femmes blanches, taisez-vous. Je pense que c'est un peu injuste quand même de rendre les femmes responsables de ce qu'ont fait organiser les hommes. Ce sont des hommes blancs qui ont fait des guerres. Ce sont des hommes blancs qui sont dans des gouvernements à mener des politiques racistes. Et les femmes, ici et là-bas, subissent le même système d'oppression, le même contrôle sur leur corps qui va prendre des formes diverses. Moi, je pense qu'il faut plutôt organiser certains territoires de débat non mixtes entre femmes pour qu'on commence à parler, à faire des tours de parole. À quel moment sentez-vous vos corps confisqués? À quel moment vous sentez que vos corps sont les enjeux de débat qui vous dépassent et qui avantagent plutôt les hommes? J'ai donné un exemple, par exemple, la société productiviste par rapport aux vêtements. En Occident, on a des modes qui changent toutes les 2 saisons. Les femmes sont les premières cibles des publicités pour les modes. Elles vont devoir acheter des vêtements pour plutôt plaire à un regard subjectif plutôt masculin sur ce qu'elles devraient porter, qui d'ailleurs des vêtements qui ne respectent en rien leur morphologie naturelle, donc elles devront s'amincir et se torturer l'esprit pour répondre à ça. Et pour répondre à ça, à l'autre côté de la chaîne, ce sont des femmes en grande majorité qui sont exploitées au Bangladesh pour créer ces vêtements-là à des rythmes effrénés, dans des bâtiments insalubres qui font qu'il y a 3 ans au Rana Plaza, le bâtiment s'est effondré parce que les grandes marques comme Benetton, etc., pour avoir plus de vêtements moins chers, ont commencé à les commander à des rythmes effrénés qui forment ce système d'exploitation. Et excusez-moi, mais quel est l'avantage pour les femmes ici et là-bas? C'est un système d'aliénation et d'exploitation aux 2 côtés de la chaîne. Donc il y a une vraie solidarité de féministes, et au-delà du taux de mélanine, à mon avis, qui doit s'organiser contre les différentes nuances culturelles d'une même structure patriarcale partout dans le monde.
Donc je pense que justement le voile est souvent là pour nous opposer aussi, et c'est l'éternelle dichotomie, la maman et la putain. Et donc justement, on va harceler les femmes non voilées dans certains quartiers en disant bah, t'avais qu'à te voiler, et que nous, on devrait essayer de déjouer ce piège et de plus en plus nous se parler, toutes les femmes, parce que nous sommes toutes concernées par un diktat sur nos corps d'une façon ou d'une autre. Merci. Bien. Nous allons passer aux questions données à la salle. Je vous demanderai de vous présenter et d'être le plus bref possible pour que nous puissions avoir le maximum de questions. Bonjour. Je m'appelle Ayane et j'ai 28 ans. Tout à l'heure, vous avez donné des chiffres sur les femmes qui étaient agressées sur les campus américains. Vous avez dit qu'il y avait 1 femme sur 4 qui était attaquée. Je voulais savoir quelles étaient vos sources. Et j'ai une deuxième question. Il y a des mouvements de féministes musulmanes qui utilisent le Coran pour se battre contre les violences faites aux femmes et pour rétablir l'égalité homme-femme. Je pense notamment au mouvement Sister in Islam qui fait du lobby en Malaisie. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette méthode d'action. Merci. Thank you for your questions. The source of the statistic for the assault of women on US campuses is a survey. It's actually a long-range study that was released, I think, 2 weeks ago. And I can send you the link if you want. But it gave all the different breakdowns according to university campus and how bad it got across the country. So this is an actual survey in the United States. Donc pour ce qui est de mes sources pour les statistiques des femmes attaquées sur les campus américains, il s'agit d'une étude qui a été publiée il y a 2 semaines. Si vous voulez, je vous enverrai le lien. Mais en fait, l'étude montre les chiffres campus par campus sur tous les États-Unis. I identify as a Muslim and a feminist, and the two are very separate. But I belong to a movement called Musawa, which, as you know, I'm assuming you speak Arabic, means equality in Arabic. This movement, one of the co-founders of this movement is Sisters in Islam. I've been to Malaysia many times, I know them very well, and I belong to Musawa. And Musawa is a place, and it's a movement for equality and justice in the Muslim family. It was launched in Kuala Lumpur in 2009. I was there for the launch. And it is an umbrella organization that has secular feminists like myself and Islamic feminists like Amina Wadud, who is the African-American scholar of Islam. Amina belongs to Sisters in Islam in Malaysia, and Amina is perhaps most known for the Friday prayer. 10 years ago, she led us in a Friday prayer in New York. I was among 100 people who prayed behind Amina in Friday prayer. She was the imam. The muezzin was a woman. The imam was a woman. And it was 50 women, 50 men. I was one of 2 women that didn't wear a headscarf. I prayed next to a man, and I prayed on my period, which for Muslims in the room know this is triple whammy. Amina Wadud has written several books as an Islamic feminist. Her latest book is called Inside the Gender Jihad. She uses that word jihad specifically, and her jihad is feminist. And she does use reinterpretation of Islam and hadiths and jurisprudence in a feminist way. So there is room for Amina as an Islamic feminist, and she's a very good friend of mine and a spiritual mentor, and there is room for me. Because across the world, but specifically in the Middle East and North Africa, we need secular feminism and Islamic feminism. Not Islamist, huh? I'm not talking about Muslim Brotherhood or Ennahda or Nadia Yassin. No, I'm talking about very progressive scholars of Islam like Amina Wadud, who believe in women's right to be imam. Alors, je suis musulmane, je suis féministe, les 2 choses sont tout à fait séparées.
Alors moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Moussawa, qui veut dire égalité en arabe, et qui est cofondateur de Sisters in Islam. Donc je connais très bien ce mouvement qui prône l'égalité. Et donc le groupe auquel j'appartiens est un groupe qui a été fondé à Kuala Lumpur en 2009, qui inclut à la fois des athées et des religieux. Une très bonne amie qui est imam et qui est donc croyante, qui s'appelle Amina, est d'ailleurs connue pour avoir mené les prières du vendredi. J'ai d'ailleurs assisté à une de ces prières, donc il y avait 50 hommes, 50 femmes. Je faisais partie d'une des 2 femmes qui n'étaient pas voilées, et je priais alors que j'avais mes règles. Alors donc pour ceux qui le savent, c'est donc triple péché. Donc Amina, cette femme, Amina Wadoud, a écrit un livre qui s'appelle Inside the Gender Jihad, et elle est féministe, et je considère, moi, que dans le féminisme, il y a une place pour des gens comme elle et une place pour les gens comme moi. Je pense que dans le féminisme, il faut de tout, il faut des athées, il faut des religieux. Alors là, je ne vous parle pas des Nardas, je ne vous parle pas des frères musulmans, hein, je vous parle de gens qui pratiquent une religion modérée, mais je pense que, et donc des religions qui sont pour le fait que des femmes puissent être imams, par exemple. Bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Jamila Fizazi, j'ai fait des études en sciences politiques et un mémoire de fin d'études sur le corps féminin comme enjeu sociopolitique dans les sociétés arabo-musulmanes. Donc je suis très contente d'être ici et de vous écouter. Ma question s'adresse à Fatem Zahra Ben Omar et je voulais lui parler du film Zinlifik de Nabil Ayouch qui a agité la société marocaine récemment parce que c'est un film qui parle de prostitution, de sexe cru et de prostituées qui sont des vraies Amazones, des vraies combattantes du sexe, et loin de l'image de la victime dont on se fait. Évidemment, ces femmes sont maltraitées, sont humiliées, mais elles arrivent à s'en arranger et à tirer profit de ce corps qui est un fardeau pour elles, mais finalement leur source de revenus et celle qui soutient toute leur famille. Donc je voulais savoir ce que vous avez pensé de l'interdiction par les autorités marocaines de ce film, et à votre avis, ce que ce film et le débat qu'il a généré révèlent de la société marocaine. Merci. Merci. Alors, j'ai pas vu le film, mais notre association a envoyé un communiqué de presse pour s'indigner du fait de son interdiction. Et là encore, ça montre bien les limites de cette idée dans le Maroc qu'on est en fait un pays assez garant des libertés, mais pas trop. Donc Maroc, avec un cas pourquoi pas, mais much loved, il ne faut pas pousser. Et notamment parce que le film met les doigts là où ça fait mal, c'est-à-dire le système prostitueur est d'autant mieux organisé qu'il est le garant de certaines aliénations patriarcales du fait d'opposer, là encore, les figures de la maman et la putain. Bon, pour que les femmes restent chez elles sous surveillance, il faut bien que les hommes aient à côté le rôle complémentaire des femmes qui ne sont pas beaucoup plus libres par ailleurs que l'épouse, mais qui ont marchandisé cette marge de liberté via le système prostitutionnel, et qui ne va pas empêcher d'ailleurs, parce que j'en ai connu au Maroc, que les clients ou les proches des clients, 5 jours plus tard, participent à des ratonnades contre elles. Donc je pense que c'est l'un des taches noires de la mauvaise conscience des pays musulmans. Et en plus, j'ai vu la bande-annonce qui montre bien qu'il y a des pays, même des personnages des pays du Golfe qui viennent voir les personnes prostituées au Maroc, mais beaucoup plus. Moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai entendu des anecdotes beaucoup plus terribles de ces hommes du Golfe qui viennent dans les pays musulmans modérés, on va dire, et qui vont épouser une fille à la semaine, dire à une famille très pauvre, est-ce que vous pouvez pas, on va faire un petit mariage, je vous lâche quelques milliers de dirhams, et voilà, vous me prêtez votre fille mineure pendant une semaine, et puis je divorce d'elle au bout d'une semaine, ça sera mon esclave sexuel à la semaine. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout que le couperet soit tombé sur ce film-là, et
ce qui me fait bien doucement rigoler, c'est toute cette espèce de pudeur et de bonne manière par rapport à la vulgarité qui serait dans le vocabulaire et dans la bouche de ces femmes, une vulgarité qui ponctue absolument les oreilles des femmes dès qu'on sort dans l'espace public au Maroc, où on est traité de pétasse et de termes, pour le coup, très vulgaires, toutes les 5 secondes. Donc c'est l'hypocrisie et la schizophrénie du Maroc qui se trouve parfaitement exprimée dans cette interdiction. Il y a la dame au 3e rang, là, s'il vous plaît. Non, c'est la dame, là, 3e rang. Voilà. Comme on parle beaucoup de religion... Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Voilà. Comme on parle beaucoup de religion dans cette assemblée, on entend. Non, je vous demandais de vous présenter, s'il vous plaît. Ah, tu suis... mon nom? Oui. Esther Ferrer. Très bien. Allez. Voilà. Et on parle beaucoup de religion dans cette assemblée. Et ça me choque, parce que toutes les religions monothéistes, fondamentalement, ils sont faits pour des hommes. D'abord, la femme a intériorisé les besoins de cette religion. Mais ça m'étonne que les féministes de tous les pays, parce que les cathos, comme les autres sont aussi misogynes, que moi je suis féministe et je me pose toujours le problème de la religion. Et je pense que peut-être on a beaucoup à gagner, les femmes, les jours qu'on desserte complètement les mosquées, les églises, les synagogues, etc. Et on commence à penser, si vraiment c'est nécessaire, croire à ce Dieu créateur qui nous aide, qui nous va punir et qui nous va aider. Je pense que ce n'est pas un problème ni d'arabes, ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de juifs. C'est un problème que les femmes, ils doivent aborder chacun à l'intérieur de soi-même, sans dictature et sans prophète. J'ai aidé aussi que tous les réformistes de cette religion, comme par hasard, étaient aussi des hommes. Ça. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Alors, je me présente, je m'appelle Salima Khalifa, je suis médecin psychiatre et j'aurais juste un petit commentaire à faire. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à slalomer entre l'intervention de Madame Mouna et celle de sa collègue, puisque nous sommes certes devant un problème de combat de femmes, de difficulté d'être femme, de souffrance de femmes, mais dans des contextes très différents l'un de l'autre. Même si on dit on fait qu'être femme dans une religion juive, c'est très compliqué, musulmane encore, catholique, je le conçois, dans les sociétés dites athées également, mais ce qui se passe aujourd'hui en France pour les femmes n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal à slalomer entre l'histoire des femmes qui votent en France depuis 1944 et la situation des femmes musulmanes aujourd'hui. Voilà. Donc alors je ne comptais pas du tout parler du Maroc, mais là, je fais une association avec ce qui a été dit. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la vie des femmes arabes qui sont arrivées en France jeunes. Que pensent-elles aujourd'hui des pays d'origine? Que pensent-elles aujourd'hui de la situation des femmes au Maroc, et de cette schizophrénie, justement, de cette société qui est garante de la tradition religieuse musulmane, descendant du prophète, et qui prostitue à ce point la population féminine. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Donc voilà, on sait que les sociétés musulmanes ont été amenées parfois, ou non musulmanes, à de la prostitution de masse par des phénomènes de guerre, comme ça a pu se passer en Algérie ou comme ça a pu se passer avec l'armée américaine au Vietnam, et ce qu'elle a fait aussi en Thaïlande et en Malaisie. Mais la question du Maroc reste posée pour moi. C'est une énigme. Maintenant, je reviens à la situation du Caire, à la situation des femmes égyptiennes. Donc, je dis toute mon admiration à Mona, toute mon admiration, mon respect pour son travail et pour son histoire, pour son témoignage. Voilà, merci en tant que femme musulmane. Moi, je le reçois comme ça. Moi, je suis algérienne, donc on sait ce que c'est que le combat des femmes et que voilà, et que le code de la famille, la guerre civile, on sait vraiment ce que c'est. Donc, je veux vous dire toute mon admiration, et merci d'être venu témoigner aujourd'hui. J'aurais aimé vous entendre plus. Voilà. Et puis, pouvez-vous nous parler aujourd'hui de votre réalité, de votre quotidien, de votre combat et de ce qui se passe aujourd'hui réellement sur le terrain pour la condition des femmes? Merci.
First of all, thank you. Thank you for your kind words and your comments. And I actually want to begin with religion and then go on to what you said about my question about your question about my daily reality. I think I made it clear that all religions obsess over women's sexuality and all religions obsess over my vagina, and I was very clear about the Christian Brotherhood and the Muslim Brotherhood. So I recognize what you're saying, but at the same time, I recognize that we are talking, religion is not a small issue. I'm not going to wake up tomorrow and tell people, become atheists, because becoming atheists is the solution. The Pope is in the United States right now. I am not a fan of this Pope. I think this Pope is a mask to terrible crimes that the Catholic Church has committed, whether it's child sex abuse or the discrimination against women and the lack of ordination of women in the Catholic Church, and a very bloody history of the Catholic Church. And yet, Pope Francis in the United States today in 2015 is greeted like a rock star. I have to look at this as a reality. How am I going to work with Catholic feminists? Because they exist. There's Catholics for free choice. They fight for abortion rights, reproductive rights, just as I fight for abortion rights and reproductive rights in my own contexts. So in an ideal world, we would be free from a misogynist God. But we don't live in an ideal world. And to get to that ideal world, I have to fight. And I have to fight with every tool I have. And that tool also is a tool that is the feminists from within that religion, using that tool to dismantle the house. Alors, merci pour vos commentaires. Je vais d'abord répondre à l'aspect religion et ensuite je reviendrai sur votre question par rapport à ma réalité quotidienne. Alors, j'ai dit à plusieurs reprises combien les religions, quelles qu'elles soient, sont obsédées par la sexualité, par mon vagin, etc., etc. Et effectivement, la religion, ce n'est pas rien, c'est un sujet qui est très important. Je ne vais pas me réveiller demain et dire à tout le monde « soyez athées ». C'est pas aussi simple que ça. Prenez l'exemple du pape qui est à l'heure actuelle aux États-Unis. Bon, je ne suis pas une fan de ce pape. Je trouve que c'est un masque qui cache tous les crimes commis par l'Église catholique, tant contre les enfants que contre les femmes. Et pourtant, il est accueilli comme une véritable star là-bas. Et moi, la question que je me pose dans ce contexte, c'est comment travailler avec les féministes catholiques, parce qu'elles existent, elles travaillent au droit à l'avortement, tout comme moi, je travaille à ces mêmes droits. Alors effectivement, dans un monde idéal, on n'aurait pas de Dieu misogyne, mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a et utiliser tous les outils qui sont à notre disponibilité pour démonter ce système. And I think, and to answer your question first, or your comment first about how it's very different for women here and very different in the Middle East and North Africa. It's very important for me to connect the two. First of all, to avoid cultural superiority, because it's a real problem. This is why I begin every discussion with, I don't want you to think, oh, it's terrible over there and it's great over here. So it's very important for me to draw this spectrum of misogyny and remind people every country has a place. It's also very important because when I fight feminism, and I think Fatma mentioned this too, when I fight for feminism in my own context, the first thing they say is, don't you know how bad it is over there? And they will tell me, you know, even in France, women get beaten up at home. Even in the United States, they haven't had a woman president. So I tell people, fight for feminism here, because when you lift the cause of women's liberation everywhere, you help women everywhere. So the local is global, and obviously the degree of misogyny is different. Here, there is a law that will protect you if you use it against domestic violence. But you know, there are many poor women who can't use it. There are many women who cannot leave an abusive situation. So the question becomes, why does a man believe he has the right to beat a woman? Where I come from, the law is nothing. There is no protection. So it's a matter of degrees, but it's also under this umbrella of patriarchy and misogyny. And I insist on making that connection. Et pour répondre d'abord sur votre commentaire, quand vous disiez que la situation en France est totalement différente de la situation au Moyen-Orient, alors moi je voudrais au contraire rapprocher les différences pour éviter tout risque de
supériorité culturelle. Je vous l'ai dit, je veux éviter qu'on puisse dire les choses ici sont tellement mieux que là-bas. Je pense que tous les pays ont un rôle à jouer et Fatima l'a dit d'ailleurs. Hein, bon, quand on commence à parler de féminisme, on nous dit toujours oui, mais d'accord, mais c'est tellement pire dans tel autre pays. Mais là n'est pas la question. L'égalité existe nulle part. Ici aussi, il y a des problèmes. Et donc, je pense qu'il est très important de combattre, d'être féministe au niveau local, parce que ça aura un impact au niveau mondial. Ici, par exemple, il existe des lois contre les violences domestiques. Et pourtant, ça existe toujours. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les hommes pensent toujours avoir le droit de faire ça ici ? Dans mon pays, il n'existe même pas de loi. Donc la situation est effectivement différente, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des degrés différents, mais que le problème est partout. And finally, to answer your question about my daily reality in Cairo, I was in the United States for 13 years when I moved back to Cairo in 2013. And I moved back for feminism because I cannot write about feminism and I cannot fight for feminism in my country and in my region from New York. This cannot happen by remote control. So of course I had to move back to Cairo. But also, I moved back to Cairo because in 2011, the regime broke my arms, sexually assaulted me and detained me. I was one of many women that was hurt by the regime, men also, but I'm talking now specifically about the sexual violence used against me and other women. And this violence was used to intimidate us and make us go home and stay silent. And one of the reasons I moved back to Cairo was to tell the regime, I will not stay silent, and you will not terrorize me from my own country. And then I have another answer, and then I'm finished. Quant à ma réalité quotidienne, j'ai vécu aux États-Unis pendant 13 ans et je suis repartie au Caire en 2013, d'une part parce que mon combat en tant que féministe pour améliorer la situation sur place, c'était un combat que je ne pouvais pas mener de loin. Donc il fallait que je sois sur place. Mais je suis également retournée au Caire parce que en 2011, la police m'a cassé le bras, m'a attaqué sexuellement et m'a emprisonnée. Et c'est arrivé à énormément de femmes. La violence a été utilisée comme outil d'intimidation pour nous forcer à nous taire. Et donc, je suis retournée là-bas pour leur dire « Vous n'arriverez pas à me terroriser, vous n'arriverez pas à me faire taire ». Sometimes my life in Cairo is very, very normal. I go out to restaurants, I go out to the jazz club, I go out with my friends, it's very normal. But often it's very surreal. And I'll give you two stories of the surrealism that involve men, because feminism isn't just about the equality and liberation of women and deconstructing so societally created notions of femininity. Feminism also deconstructs masculinity. What does it mean to be a man? What kind of burdens are involved in being a man? So in April, just before my book came out and I went on book tour, I got an invitation to speak at a town called Zagazig. This is the town where Muhammad Morsi from the Muslim Brotherhood was born. It's a very conservative town. It's dominated by the Muslim Brotherhood. And students at the university invited me to speak. And I went. And the 19-year-old man, a student of pharmacy who invited me, he's the head of the organizing committee, he wrote back and said to me, "Thank you for coming to Za'azik because my community needs a feminist like you to shake it up." These are the young men in Egypt that give me hope. Young men and women who organize the conference, who understand the importance of feminism. The other story that has to do with men is a bit more complicated, and it's our security services, basically. I got a phone call 3 weeks ago, before I left Cairo, from the national security, and this is a reminder that nobody in Egypt is safe. Perhaps I am a bit safer, because people know who I am, so my profile gives me some safety. And it was basically a phone call, the goal of which was to tell me, every time you come back to Cairo from your travels, the airport tells us that you are here. I know I'm followed, and I know they listen to my phone calls. They have been doing this for years, and they do it to many people. So it's a matter now of finding out who our male allies are and who our male enemies are. And that 19-year-old man, another man in Za'azik, who came up to me after my talk, and he said, "When I see my friend sexually harassing girls on the street, I want to stop him, mostly because when I see boys who are 9 and 10 and they look at him and think, this is a real man, this is a disaster. I want to tell them this is not what a real man is." This is also why I'm in Cairo. Oui, alors,
pour ce qui est de ma vie à moi, au Caire, alors souvent c'est une vie absolument normale, je vais au resto comme tout le monde, parfois je vais à des concerts, je sors avec mes amis, mais c'est une vie qui est souvent très surréaliste. Alors il faut savoir que le féminisme, ce n'est pas juste une question d'égalité homme-femme, il ne s'agit pas simplement de déconstruire la vision qu'on a de la femme, mais il faut aussi déconstruire la vision qu'on a des hommes. Pour vous donner un exemple, en avril, avant que mon livre sorte et que je parte en tournée, je suis allée à Zagazig, qui est la ville natale de Morsi. Donc c'est une ville qui est aujourd'hui encore très conservatrice, détenue par les frères musulmans. Et c'est un étudiant en pharmacie de 19 ans qui m'a appelé à venir parler. Et il m'a écrit après pour me remercier. Il m'a dit « On a vraiment besoin de personnes comme vous pour venir faire bouger les choses chez nous ». Et c'est ce genre de discours, c'est ce genre de jeunes qui me donnent de l'espoir. Ces jeunes qui comprennent ce que c'est que le féminisme. Et puis, autre élément de réponse que je voulais vous donner, ce sont les services de sécurité. Il y a 2-3 semaines, avant que je quitte l'Égypte pour venir ici, j'ai été appelée par la sécurité nationale. Il faut savoir que personne n'est totalement en sécurité. Moi, peut-être un peu plus parce que je suis une personnalité, donc on me connaît, on me reconnaît. Toujours est-il que ce coup de fil était pour me dire « On sait quand tu reviens en Égypte, on le sait ». Donc je sais que je suis suivie, mais tout ça pour vous dire qu'il est très difficile de savoir qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. Et pour moi, je considère que les gens comme ce jeune de 19 ans qui m'a appelé et qui m'a ensuite remercié est un allié, tout comme cet autre jeune homme qui est venu me voir à la fin de mon intervention là-bas pour me dire « Quand je vois qui est en train d'agresser une femme, j'ai envie de l'arrêter. J'ai envie de l'arrêter parce que, dit-il, quand il voit des petits garçons voir ce genre d'attaque, il ne veut pas que ces jeunes se disent c'est ça être un homme. Et voilà, donc ces gens-là sont mes alliés. Merci. Je vais donner le mot de la fin à Fatima parce que, hélas, cette séance... C'est vrai, vous avez raison. Donc je vais, même si Mati Kabal me fait les gros yeux, voilà ce que je vous propose. On va laisser... Allez-y. Soyez bref, s'il vous plaît, parce qu'on doit quitter la salle. D'accord. Je suis Najib Lhalo, je suis consultant en management et coaching. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, vous les femmes. Vous êtes vraiment braves et je pense intimement qu'il n'y a que les femmes qui peuvent heurter la certitude ambiante des hommes. Néanmoins, j'ai quand même 2 réserves. Je voulais poser une question à mademoiselle Fatima Zahra. Qu'est-ce que vous pensez de la Mudawana? C'est-à-dire la réforme instituée par Mohamed VI en 2011. J'ai une question pour Madame Mona. Si j'ai bien compris, vous avez suivi le prêche d'une femme imam, sans voile. En plus, vous avez vos règles. Est-ce que c'est vrai? Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression de respecter les préceptes fondamentaux de l'islam? Est-ce que vous pourriez comprendre que peut-être votre geste peut être perçu comme un abîme de l'image de l'islam et des musulmans? Merci bien. Alors, Fatima, votre réponse et votre mot de la fin, et ensuite on conclura avec Mona. OK? Bon, je vais essayer de faire très court alors. Déjà, pour répondre à Madame, non, j'ai pas dit que les femmes partout dans le monde on était au même point. Et je disais justement que la condition des femmes partout dans le monde découle à la base d'une même structuration patriarcale de la société et que les acquis qu'on a eus ne sont qu'à l'aune de la force du mouvement et de l'organisation des féministes, parfois très tardivement. Et même si en France ça a l'air beaucoup mieux, il n'empêche que dans un pays où il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, ça veut dire, je vous dis même pas celles qui sont dans la tombe jusqu'à la cheville, au genou ou à la taille, ça veut bien dire que dans les faits, on est encore très loin du compte, mais j'ai bien compris que voilà, c'était juste pour spécifier. Par rapport à la religion,
moi, je ne peux pas en soi fustiger la religion. Il se trouve que depuis que l'être humain est sur cette terre, il essaie de donner des explications au monde, il génère des mythes. Ces mythes sont évidemment très inspirés du contexte. Et là où je me dis que les femmes doivent s'intéresser à la théologie, c'est justement pour avoir toutes les armes intellectuelles pour démentir toutes les thèses autoritaires qui s'imposent au moment de la religion. Il faut pas, ce qui est problématique en fait avec la religion, c'est la notion de sacré. C'est au moment où on nous dit qu'il y a des vérités révélées qui sont non négociables parce qu'elles viennent de chez celui qui ne peut de toute manière pas se tromper parce que c'est le grand Dieu. Et sauf qu'il faut apprendre justement comment s'est organisé les religions. Par exemple, je donne l'exemple de la religion musulmane. Il y a le texte du Coran qui est censé être sacré, absolument sacré, c'est celui qui découle de Dieu. Il y a les hadiths, mais il y a aussi, pour faire un complément législatif, des réunions d'hommes non mixtes qui ont dit qu'ils allaient faire un système de CQFD. Bon, on va faire des déductions. C'est ce que le prophète, on pense, aurait dit s'il s'était trouvé dans cette situation. Et c'est ainsi tout un tas d'attirails législatifs prétendument sacrés est venu régir les lois dans les pays musulmans, alors qu'il ne découle même pas des textes qui sont prétendument sacrés à la base. Il ne faut pas oublier non plus que les 4 fondateurs des 4 courants des islamistes ont tous connu la prison. Donc ils vivaient eux-mêmes sous l'influence politique de gouvernement, et selon ce qu'ils avaient le droit de dire ou selon leur plan de carrière, ils adaptaient leur discours et leurs préconisations. Donc il y a des faits conjoncturels que les femmes doivent étudier pour pouvoir dire, bon, ça peut-être c'est dans le Coran, ça c'est complètement démenti, ça je ne suis pas d'accord, etc. Je vais finir par rapport à la Moudawana. C'est vrai que moi, quand j'étais petite au Maroc, j'avais mon oncle qui, c'était un religieux, mais qui était très en empathie avec la condition des femmes pour tout un tas de raisons. Et on se retrouvait carrément dans des hôpitaux où, il faut le savoir, vu que c'était tellement facile de répudier des femmes au Maroc, que parfois les femmes, au moment d'accoucher, étaient répudiées, elles ne le savaient même pas. Et il y avait la police qui débarquait pour emmener la femme en prison parce qu'elle avait accouché sans être mariée, vu que l'homme venait de la répudier, et l'enfant allait directement à l'orphelinat. C'était complètement catastrophique. Les mouvements de femmes ont pu arracher ce qu'elles ont pu, sachant que justement, par rapport à la religion, il y a des choses non négociables, notamment les lois sur l'héritage et le droit à disposer de son corps, et notamment par rapport à l'avortement. Or, ce sont des choses qui structurent complètement la situation sociale des femmes. Quand tu pars dans la vie avec la moitié de ton bien d'héritage qui est spolié, ça veut dire que tu mets déjà dans ton plan de survie sociale qu'il va falloir épouser un mec, puisque lui, il a eu son héritage en double, donc par complémentarité. C'est des choses qui vont complètement structurer le destin social des femmes. Et tant qu'on n'aura pas déboulonné ce qui organise vraiment l'asservissement social et culturel des femmes, et puis évidemment le droit à l'avortement, parce que c'est quand même à l'intersection de tout un tas de thématiques. L'avortement, c'est l'épée de Damoclès sur la tête des femmes, et ça va structurer aussi le fait quelle marge elles vont se donner par rapport à leur libération sexuelle, vu qu'il y a toujours le risque de grossesse non désirée. Donc tant qu'on n'aura pas enlevé quand même les plus gros boulons du système, il me semble que ça ne pourra pas avancer très loin. Voilà, et je voulais juste dire, puisque c'est un monsieur qui a intervenu, que la revue des effrontés, qui est au modique somme de 2,5 € est dédiée à la place des hommes dans le mouvement féministe. Voilà, suis-je un pro-féministe? Mona, c'est à vous. All right. To the gentleman who asked the question about praying without my headscarf and on my period, I actually very much believe I am respecting the principles of Islam if my principles of Islam are your principles of Islam, which is justice. I believe that God represents justice, and I believe this obsession with periods in our bodies is unjust. I am not dirty. I am not unclean. And so I will pray, and I will fast, and I will do anything, anytime I choose to do it, because it's part of my relationship with God. So if you believe in a God that believes that I am dirty during those times, that is not my God. And there are communities in Turkey in which women pray and fast on their periods. And I talked earlier about making alliances with feminists of other religions. I am in alliance with Jewish rabbis who are feminists from the Reform and the Reconstructionist schools of Judaism that have gotten rid of this ritual bath. Jewish women, when they finish their period from the Orthodox school, must go and have a ritual bath. So this idea of the dirtiness of women on their periods is shared between Jews and Muslims. This is an idea I reject.
I believe when I talk about sexual liberation and a sexual revolution, it encompasses many things. My right to have sex when I want and with whom I want as a consenting adult, but it also fights against this idea that women's bodies are unclean. It fights against female genital mutilation. It fights against the control of women's bodies by men. My God is a just God. Bien. Donc, pour répondre à la question, oui, j'ai prié sans et j'ai prié alors que j'avais mes règles. Et oui, je considère que je respecte les principes de ma religion. Et si vous croyez en un Dieu juste, alors nous croyons effectivement au même Dieu et au même principe. Je ne considère pas que je suis sale parce que j'ai mes règles. Donc je prie, je suis les principes. Si vous pensez que... si vous croyez en un Dieu qui considère que les femmes qui ont leurs règles sont sales, alors effectivement, on ne croit pas en la religion. Je suis en constant avec un rabbin féministe qui a aboli dans sa communauté cette notion du bain rituel qui est encore pratiquée chez les juifs orthodoxes. Donc les femmes, après leurs règles, doivent passer par un rite de purification par un bain. Donc cette notion de saleté des femmes, d'impureté, est partagée par les juifs et les musulmans. Et je rejette cette idée. Moi, quand je parle de libération et de révolution sexuelle, je parle de la possibilité de faire l'amour avec qui je veux et quand je le veux, sans pour autant être considérée comme sale. Et quand je parle de justice, je parle d'arrêter les mutilations génitales féminines, je parle d'arrêter de ne plus avoir, de reprendre le contrôle de nos corps, que ce ne soit plus les hommes qui contrôlent notre corps. Moi, je crois en un Dieu qui est juste. Merci. Juste un petit mot pour vous dire que Mona Al-Hathawi va être présente ici pour dédicacer éventuellement son ouvrage, que vous avez aussi le fameux bulletin qui intéressera ces messieurs, parce que je crois qu'il y a un test. Suis-je un féministe ? La question que tout homme doit se poser aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce débat et à bientôt. Au revoir.